L'addiction, c'est une maladie. C'est pas un manque de volonté, c'est pas une question de caractère. Souvent, c'est juste des émotions étouffées, des choses qu'on n'a jamais pu dire ou qu'on a portées trop longtemps seul. Ici, on parle de celles et ceux qui ont connu l'addiction et qui sont aujourd'hui dans l'abstinence. Je raconte leur parcours parce que chaque fois que je rencontre quelqu'un qui s'en est sorti, il y a cette même idée qui revient. Si ça peut servir à quelqu'un d'autre, alors ça vaut le coup d'être raconté. Alors peut-être que toi, tu t'y reconnaîtras, peut-être que ça t'aidera à avancer. L'addiction, l'abstinence, des histoires de vie, je te raconte. Pauline a 23 ans aujourd'hui. Elle n'a plus touché au tramadol depuis 8 mois. 8 mois sans ce médicament qu'elle prend matin et soir pendant 2 ans. Mais son histoire ne commence pas là. Elle commence quand elle a 21 ans. À ce moment-là, Pauline a une vie normale, une famille stable, unie, qui ne manque de rien. Un père, une mère, une grande sœur. Rien qui pourrait laisser deviner la suite. Elle est sérieuse, elle travaille, elle suit les règles, elle fait confiance aux médecins, elle fait confiance aux ordonnances, elle n'a aucune raison de douter. Mais après un Covid qui traîne, quelque chose commence à changer. Elle ressent des douleurs étranges, pas une douleur précise, pas un point particulier. Un ensemble de tensions, un inconfort constant, et elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors elle consulte un médecin, il lui prescrit plusieurs choses. Parmi elles, de l'Ixprime, un médicament qu'elle ne connaît pas. On ne lui dit pas que c'est addictif, elle ne le sait pas. Elle suit les instructions, 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir. La douleur disparaît, alors elle continue. Elle ne dépasse jamais les doses, elle ne modifie rien, elle suit. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois. Le rituel s'installe, 2 le matin, 2 le soir, comme prescrit. Pauline pense que ces douleurs finiront par passer. Elle se dit que c'est une suite normale du Covid. Elle essaie de retarder une prise pour voir, mais dès qu'elle attend un peu trop, la douleur revient. Et dès qu'elle prend le médicament, tout se calme. Alors elle retourne chez son médecin. Il fait des examens, prise de sang, IRM, radio, échographie, tout revient normal. RAS. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle commence même à douter d'elle-même. Alors, elle consulte une rhumatologue. Elle espère enfin avoir une réponse. Mais ce rendez-vous est un choc. La rhumatologue regarde les résultats, tout est normal. Elle ne trouve aucune explication à ses douleurs. Et parce qu'elle ne voit rien sur les examens, la rhumatologue lui dit que ses douleurs viennent peut-être de sa tête. Pour Pauline, c'est comme si on lui disait que ce qu'elle ressent n'est pas réel. Elle a l'impression qu'on ne la croit pas. Pauline reste bloquée. Elle souffre depuis des mois. Elle sait que c'est pas psychologique. Elle se sent balayée, comme si sa douleur ne comptait pas, parce qu'on ne la voit pas sur un papier. Et puis, la rhumatologue évoque aussi le mot addiction. Elle l'aborde rapidement sans expliquer ce que ça veut dire pour Pauline. Pauline repart avec un sentiment d'incohérence, comme si ce qu'elle vit ne comptait pas, comme si tout était remis en doute. Elle rentre chez elle secouée. Elle n'a aucune explication sur ses douleurs, rien. Juste cette phrase qui lui fait comprendre qu'on pense que tout est dans sa tête. Et ce mot addiction, posé là sans explication, alors qu'elle prend le traitement exactement comme prescrit. Elle encaisse tout ça seule. Elle souffre dans son corps et maintenant dans sa tête. Et l'Xprime reste la seule chose qui la soulage. Alors elle continue. De comprimer le matin, de le soir. Avec le temps, le médicament devient un repère. C'est pas un plaisir, c'est juste un soulagement. Le matin, elle prend sa dose avant de partir en cours. Le soir, elle attend presque le moment où elle pourra avaler le comprimé. C'est le moment où la journée s'arrête. Elle a un peu honte. Pas honte de prendre un médicament prescrit, honte d'avoir besoin de ça pour fonctionner. Alors elle n'en parle à personne. Dans sa famille, il n'y a que sa mère avec qui elle aborde le sujet. Son père, sa sœur, ses amis, ils font attention, mais ils ont peur d'être maladroits. Peur de dire quelque chose qui la blesse, ou peur de se mêler d'un sujet qu'ils ne comprennent pas. Alors personne n'en parle vraiment. Le sujet ne sort jamais tout seul, et ce silence isole Pauline encore un peu plus.
Cette solitude rend sa relation à ce médicament encore plus secrète, plus intime. Personne ne voit ce qu'elle vit, personne ne voit ce qu'elle donne d'elle-même pour tenir. Pendant 2 ans, ce rituel ne bouge pas. 2 comprimés le matin, 2 le soir, toujours. Et personne ne le voit. Il n'y a rien de spectaculaire, rien d'excessif, rien qui ressemble à une addiction. Juste une habitude qui la tient debout. Et petit à petit, un lien se crée dans ce rituel, un lien simple. Tant qu'elle prend cet opiacé, elle tient, elle peut avancer. Ce geste devient un point fixe, un repère, prévisible et stable. Un lien s'installe insidieusement et légalement, chaque jour, au même moment. Ça n'a jamais été une envie ni un plaisir. C'est pour ça que Pauline ne s'en méfie pas. Rien ne ressemble à l'addiction telle qu'elle l'a vue à la télé ou dans les histoires qu'elle connaît. Pour elle, c'est juste une habitude solide, une habitude qui la tient debout. Puis un jour, son médecin part à la retraite. Elle prend rendez-vous avec celui qui le remplace, car elle a besoin de renouveler son ordonnance. Ce médecin lit son traitement différemment. Il regarde la durée, il regarde la répétition, il regarde l'historique. Il ne remet pas en cause les douleurs de Pauline. Il lui explique que le tramadol crée une dépendance, mais il ne la culpabilise pas. Il lui explique. Il remet les choses dans leur contexte. Il explique qu'il faudra arrêter, mais à son rythme et dès qu'elle se sentira prête. C'est la première fois depuis plus d'1 an qu'elle a l'impression que sa souffrance est enfin entendue, voire comprise par les médecins. Et elle accepte l'idée du sevrage. Pauline commence à diminuer doucement. Un rendez-vous mensuel est fixé avec son médecin. À chaque rencontre, il regarde où elle en est et il s'accorde sur une baisse progressive. Toujours un petit palier, jamais brutal. Le protocole est simple. On baisse un peu chaque mois et le reste, elle le gère seule. Entre 2 rendez-vous, elle traverse tout elle-même. Les bons jours, les jours compliqués, les sensations bizarres, la fatigue, l'impatience, tout ce qui arrive quand le corps doit s'adapter. Au début, elle tient bon. Les premiers paliers sont supportables. Elle a l'impression d'avancer. Elle se lève tôt, elle suit ses cours de kiné, elle essaie de rester concentrée, tout en gérant la baisse du médicament en parallèle. Mais plus les doses diminuent, plus les choses deviennent difficiles. Son corps réagit. Tension, fatigue, agitation interne, nuit cassée, anxiété diffuse. Elle comprend qu'elle ne peut pas compter uniquement sur sa volonté. Elle doit trouver des moyens qui l'aident à tenir. Alors elle dessine, elle fabrique, elle bricole. La créativité l'empêche de rester bloquée sur ses sensations internes. Ça occupe son esprit, ça la soulage. La créativité devient une vraie respiration pendant son sevrage. Elle marche aussi énormément, parfois pour se fatiguer, parfois pour se calmer, parfois juste pour ne pas rester seule dans une pièce fermée. Marcher l'aide à évacuer, à apaiser son corps, à retrouver un rythme quand sa tête part dans tous les sens. C'est comme ça qu'elle tient, qu'elle s'accroche. Les journées s'enchaînent, certaines plus faciles, certaines plus lourdes. Et puis, il y a cette journée-là, une journée simple et qui fait du bien. Elle marche, elle voit une amie, elle passe un bon moment. Elle se sent légère, elle se dit que tout devient possible, qu'elle peut vraiment y arriver. En fin d'après-midi, elle rentre chez elle, la porte se referme, le silence tombe et l'ambiance change d'un coup. La maison est calme, elle se sent seule, avec ce vide qu'elle n'avait pas senti de la journée. Quelque chose se resserre. Pas une douleur, mais une tension. Un malaise diffus qui monte doucement, puis un peu plus fort. Un truc qui la surprend, qui arrive sans prévenir. Elle essaie de s'occuper, alors elle range, elle se pose, elle se relève, elle marche dans la pièce, elle respire, mais rien ne s'apaise vraiment. Elle sait qu'elle doit tenir. Elle sait ce qu'elle a décidé, et elle veut être forte. Et elle le veut vraiment. Mais le malaise reste là. Il prend de la place, il la grignote à l'intérieur. Sans bruit, sans violence, juste en insistant. Elle hésite, elle attend, elle essaie de repousser, elle essaie de négocier avec elle-même, elle tente de faire passer le temps. Mais rien n'y change. Le calme ne revient pas et la soirée s'étire, lente et longue. Elle finit par ouvrir le tiroir et elle se dit qu'elle va pas tout gâcher. Et puis elle en prend un seul, pour passer la nuit,
pour tenir, pour s'apaiser. Elle souffle et la tension tombe d'un coup. Son corps se calme. Le lendemain, elle se réveille plus calme que prévu. Les mots de sa mère la veille l'ont apaisée. Sa mère lui a dit que c'était pas grave, qu'une soirée plus difficile, ça peut arriver, et qu'un comprimé de plus ne changera rien, et qu'elle n'a pas à se punir pour ça. Ces mots restent, ils l'aident à remettre les choses à leur place. Ils lui montrent que ce moment-là ne l'efface pas, ne l'annule pas, ne la renvoie pas au début. Elle reprend son protocole exactement là où elle en était, sans repartir à zéro, sans remettre tout en doute. Juste une étape de plus, dans une période fragile, où le soutien compte autant que la volonté. Et où se foutre la paix, après un moment comme ça, compte tout autant. Ce jour-là, Pauline comprend quelque chose d'essentiel. Un passage difficile n'efface pas tout ce qui a déjà été fait. Ça arrive et ça n'arrête pas la suite. Ce sera sa seule et unique rechute. Avec les mois, elle descend les doses. Elle passe de 100 mg à 75, de 75 à 50, de 50 à 25, puis moins. Son médecin généraliste adapte aussi la forme du médicament. Il remplace le tramadol, effet immédiat, par une version à libération prolongée, qui agit plus doucement et plus longtemps. C'est censé lisser les effets et rendre les paliers plus supportables. Elle suit le protocole, elle avance, elle crée, elle marche, elle tient. En parallèle, elle continue ses cours. Ce n'est pas simple. Le manque, la fatigue, les nuits agitées, tout ça tombe en plein milieu de son cursus scolaire. Elle doit se lever tôt, suivre les cours, garder le rythme, tout en gérant les paliers. Elle fait ce qu'elle peut, mais ce n'est pas parce qu'elle est en plein sevrage que le reste de sa vie devient plus léger. Tout ne s'aligne pas d'un coup. Elle avance dans un quotidien qui est loin d'être simple, parfois chaotique. Et malgré ça, elle reste concentrée sur une seule chose, son sevrage. Mais au bout d'un moment, elle bloque. Autour de 5 mg, son corps et sa tête ne suivent plus. Elle sent qu'elle a atteint une limite. Son généraliste le voit et comprend que ce qu'elle traverse dépasse ce qu'elle peut gérer seule. Alors il l'envoie vers un addictologue. L'addictologue reprend le suivi. Il réévalue les paliers, vérifie les rythmes et pose les derniers points de repère. Et quand il voit qu'elle n'arrive plus du tout à descendre, c'est lui qui propose une hospitalisation de 15 jours dans un service d'addictologie pour finir le sevrage en sécurité. Pauline a peur d'y aller, peur d'être la plus jeune, peur d'être regardée, jugée, peur de la suite. Mais elle accepte, parce qu'elle sait que seule, elle n'ira pas plus loin. Pauline arrive à l'hôpital un matin. L'ambiance est simple, cadrée, très différente de la maison. On lui explique les règles, les horaires, les prises en charge. Elle a une chambre, un lit, une table, peu d'affaires, le strict nécessaire. Le sevrage commence immédiatement. Les premières 24 heures sont les plus longues. Elle a peur d'avoir mal comme avant, peur de ne pas pouvoir se soulager comme d'habitude. Son corps réclame, elle ressent les tensions, la fatigue et un vide physique qui la surprend. Elle est entourée, toujours. Un soignant passe, un autre vérifie, un infirmier parle un peu, une aide-soignante accompagne, elle est suivie, jamais laissée seule. Mais même avec ses présences, elle reste seule face à ses sensations. Personne ne peut les vivre à sa place. La journée est très occupée. Du sport, des activités, des temps de repos, de la surveillance. C'est monotone, mais ce cadre l'aide. Il n'y a pas de moment miracle, juste une succession de minutes, d'heures, de jours et de nuits qui l'amène petit à petit au 0 mg. Au bout de 15 jours, elle sort, complètement sevrée. C'est un moment fort, un moment qui devrait ressembler à une victoire. Mais il y a le retour à la maison, et c'est ça en réalité qui l'a fait le plus trembler. À l'hôpital, tout est cadré, on lui dit quoi faire, quoi manger, quand se reposer, quand marcher. Il y a toujours quelqu'un qui passe dans sa chambre, toujours quelqu'un qui garde un œil sur elle. Chez elle, tout repose sur elle. Il n'y a plus d'horaire, plus de surveillance, plus de filet.
Elle a peur que quelque chose remonte trop vite, peur de ressentir un manque, peur de ne pas savoir comment réagir si son corps se rebelle. Alors, quand elle ouvre la porte, elle voit ses parents. Ils sont là, à la fois inquiets et soulagés. Sa mère la regarde longuement. Plus tard, elle lui dira qu'elle a l'impression d'avoir retrouvé sa fille. Autour d'elle, il y a du monde, mais personne ne parle vraiment du sevrage. C'est un silence prudent, un silence de gens qui ne savent pas comment aborder un sujet qu'ils ne comprennent pas entièrement. Ils ont peur, ils ont été impuissants, ils ne savaient pas quoi dire ni comment le dire. Chacun vient avec sa propre inquiétude, ses limites, sa façon d'être là. Sa mère, elle, reste stable. C'est elle qui a trouvé les mots quand il fallait. C'est elle qui l'a déculpabilisé au moment où tout pouvait basculer. Son père est là aussi. Il fait attention. Il veut bien faire, il a peur de mal dire, alors il parle peu. Il la soutient, mais en silence. Sa sœur est présente. Elle reste proche. Mais elle ne sait pas comment aborder le sujet. Les mots restent coincés. C'est pareil pour les amis. Ils demandent si ça va, jamais plus. Pas par indifférence, mais par peur d'être intrusif, peur de mal s'y prendre, peur de blesser sans le vouloir. Alors Pauline ressent ce silence, ce tabou autour de l'addiction médicamenteuse, cette gêne, ce terrain inconnu pour tout le monde. Elle aurait aimé qu'on lui ose lui demander comment ça allait vraiment, une vraie question, pas pour la sauver, mais pour partager, pour comprendre, pour être avec elle. Avec le recul, elle comprend que ce silence ne venait pas du rejet, il venait de la tristesse, de l'inquiétude, de l'impuissance, de la peur, de la souffrance aussi, chez ceux qui ne savaient pas comment l'aider. Alors, elle fait ce qu'elle sait faire. Elle marche, elle crée, elle s'occupe, elle s'écoute, elle avance doucement en se recréant un quotidien. Aujourd'hui, ça fait 8 mois. Merci à Pauline pour son histoire et pour sa confiance. Si tu veux entendre d'autres parcours, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelles questions tu aurais aimé qu'on te pose pendant ton propre chemin.